Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui en cette fin de trêve internationale. Et oui, ça y est, c'est terminé, les Parisiens reviennent progressivement au campus PSG cette semaine pour préparer le déplacement dimanche à Marseille pour le Classico. Mais on va revenir dans cette vidéo d'abord sur la grosse semaine que les joueurs ont passée auprès de leurs sélections respectives. Parce que pour moi, cette trêve internationale, elle est plus importante que celle de septembre ou novembre. Parce qu'elle arrive à un moment où on a nos grosses échéances, où les organismes sont un peu plus fatigués. Pour ceux qui ont fait 2 fois 90 minutes, il va y avoir un enjeu de gestion pour Luis Enrique. Il y en a d'autres qui auront repris confiance, confirmé leur dynamique, qu'elle soit bonne, moyenne ou mauvaise en club. Et donc, il y a certains enseignements pour moi à tirer de cette séquence internationale. Et puis, dans une deuxième partie, on reviendra sur le mercato, notre sujet d'occupation sans les matchs du PSG. On va revenir sur Luis Diaz aujourd'hui et puis on terminera sur quelques informations pêle-mêle, pas très importantes, comme celle qui concerne Layvin Kurzawa, dont on a entendu l'agent récemment. Bref, installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillot offert en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Alors, sur cette trêve internationale, déjà, on peut dire qu'il y a eu peu de casse, à part la blessure de Barcola. D'ailleurs, on a des infos comme quoi le staff technique du PSG est lancé dans un contre-la-montre pour l'avoir disponible pour le match aller face au Barça. Les autres reviennent sains et saufs, et du côté de leur sélection, il y a eu de la gestion. Fabian Ruiz n'était pas titulaire sur le premier match de l'Espagne. Le Portugal a fait beaucoup de gestion en libérant certains joueurs après le premier match, en faisant venir d'autres joueurs juste pour le second. Warren aussi, qui a joué qu'1 heure face à l'Allemagne samedi et 0 face au Chili hier. Donc tout ça est plutôt de bon augure. Même Lee Kang-in avec la Corée n'était pas titulaire au match aller face à la Thaïlande puisqu'ils les ont joués 2 fois dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2026. Bref, maintenant passons au cas par cas. Commençons par Mbappé, le capitaine des Bleus qui s'est plus montré en conférence de presse que sur le terrain puisque ces 2 matchs ont été très compliqués. Et ça fait écho à sa déclaration quand un journaliste lui demande s'il était perturbé par tout ce qui se dit sur son avenir et qui lui a répondu « Quand tu vois mes récentes prestations, est-ce que tu vois un joueur perturbé ?» Le problème, c'est que les 2 matchs qui ont suivi, ils vont dans le sens d'un joueur qui, oui, paraît perturbé. Blague à part, ça me surprend pas de voir en fait Mbappé choisir ses matchs. Déjà, c'était des matchs amicaux, donc on peut se questionner sur sa motivation. On peut questionner Didier Deschamps, qui le laisse sur le terrain alors qu'il pourrait faire jouer d'autres joueurs, style Moussa Diaby, qui pourraient saisir leur chance pour préparer un rôle de super sub pendant l'Euro ou en cas de blessure de Mbappé. Mais voilà, Mbappé et Deschamps, on sait très bien qu'ils ont une très bonne relation parce que les deux s'entendent sur une philosophie qu'ils partagent, à savoir non pas sélectionner les matchs, mais c'est des gagnants dans le sens où ils savent quel match gagner, sur quel match appuyer, et puis quel match laisser passer en réalité. Et là-dessus, c'est vrai qu'ils sont plutôt sur la même longueur d'onde. C'est une différence avec Luis Enrique qui veut des joueurs impliqués à tous les instants. Kolo Muani, bien sûr, qui est très défendu par le sélectionneur, était donc titulaire hier face au Chili. 1 but, 1 passe décisive et un bon match en tant qu'ailier droit, disponible, avec un body language un peu plus positif que celui qu'on voit au PSG. Une bonne volonté pour un match amical, c'est à souligner. Si on souligne le manque de motivation de Mbappé, on peut aussi souligner la grinta de Kolo alors qu'il y avait peu d'enjeux. Donc c'est plutôt bon. Avant les échéances qui arrivent, il le sait très bien qu'avec la blessure de Barcola, il va avoir une place à jouer. Ce week-end, il y a le Classico. On va voir qui va être titulaire avec Mbappé et Dembélé, mais il y a gros à jouer. Il y a gros à jouer pourquoi? D'abord parce que c'est Marseille, faut les tabasser, il n'y a pas de question, il n'y a pas de de chichi. Et surtout, défensivement, ils sont très très diminués. On va y revenir plus tard, mais celui qui sera titulaire par exemple en tant qu'ailier gauche, il devrait avoir
un joueur marseillais pas très expérimenté, un client pas très important, disons. Voilà. Warren, alors Warren, il n'a pas été bon face à l'Allemagne, hein, mais c'est vrai qu'en ce moment sur les réseaux, c'est un peu la mode de le critiquer, de dire qu'il est surcoté et tout ça. Bon, moi, j'aimerais mettre en avant quelque chose de positif dans son match. C'est il a essayé, mais c'est quelque chose qu'il développe vraiment ces derniers temps. C'est la capacité à aller presser. Voilà. Il va essayer de mettre de l'intensité pour aller récupérer les ballons hauts. D'ailleurs, quand la France l'a fait face à l'Allemagne, on a récupéré les ballons, en fait. Le problème, c'est ce qu'on en a fait derrière. Voilà. À savoir, pas des occasions franches. Mais quand on se décide à presser, alors après, c'est sûr que c'est difficile de dire ça quand c'est Didier Deschamps qui nous entraîne. Il y a peu de perspectives là-dedans. Mais c'est vrai que Warren a été un des seuls à essayer un petit peu de presser, d'aller de l'avant. Et on l'avait déjà vu faire ça face à la Real Sociedad. Grosse différence avec Achraf Hakimi pour le cas du PSG, c'est que lui, il est quand même plus coordonné, Warren. Donc vraiment, j'apprécie ses qualités de pressing. Le Portugal, ils ont perdu hier face à la Slovénie 2-0. Donc ils ont mis fin à leur série de 11 victoires consécutives. Je crois que c'est du coup le premier match que leur nouveau sélectionneur ne gagne pas. Alors Vitinha a été le moins mauvais des 11, donc ça c'est à signaler, hein, parce qu'au PSG, quand on perd, il fait partie des plus mauvais, il sombre, il n'arrive pas à sortir du lot. Là, ça a été l'inverse, donc ça fait plaisir. Le constat est inverse avec Danilo, d'habitude c'est celui qui réussit un peu à surnager. Là, hier, il fait pas un très bon match, mauvaise utilisation du ballon, pas mauvaise, mais il en fait pas grand-chose. Comme au PSG, en réalité, c'est quelque chose qu'on peut lui reprocher, ça. Hein. C'est vrai qu'avec ballon, il tente rien. On le reprochait suffisamment à Skriniar en première partie de saison pour ne pas le souligner avec Danilo. Et il est un peu attentiste sur les 2 buts qu'ils encaissent hier. Donc ça confirme un peu sa dynamique moyenne ces derniers temps au PSG. Et le problème, c'est que Marquinhos, il est forfait pour Marseille. Marquinhos, j'ai quand même quelques doutes sur sa disponibilité face au Barça. Et s'il joue, évidemment, ce sera pas à 100%, peut-être même sous infiltration ou des trucs comme ça si on veut aller aux extrêmes. Donc, il y a de fortes chances que Danilo soit titulaire. Parce que Skriniar de l'autre côté, c'est ça que j'ai oublié de regarder avant d'allumer la caméra. C'est Skriniar, est-ce qu'il a rejoint le groupe? Bon, on va voir des infos sur Skriniar. Hein. Normalement, il devrait rejoindre le groupe avant le match face à Marseille. C'était visiblement son objectif. Hein. Pas d'être dans le groupe pour le Classico ni de jouer, mais de rejoindre l'entraînement collectif. Fabien Ruiz avec l'Espagne. Eh bien écoutez, il confirme lui sa bonne dynamique du moment, hein, puisqu'hier face au Brésil, il a fait un bon match. Il a tiré, voilà, il a pris sa chance. Alors c'est pas cadré, mais c'est à noter parce qu'au PSG, il tire assez peu, alors que c'est une qualité qu'il avait à Naples et qu'on voit moins, voire pas du tout au PSG. Donc ça c'est intéressant. Et puis voilà, qualité de placement pour gagner les duels et tout ça. Je trouve que c'est un joueur pas qu'on sous-cote, parce que c'est vrai qu'il est capable de mauvaises passes qui sont très très mauvaises, mais quand il est dans une bonne passe, je trouve que c'est un milieu qui a un volume de jeu, de course assez correct, et qui au duel va réussir à imposer un certain défi à son adversaire. Donc évidemment ça fait plaisir, et on va voir ce que ça va donner avec le PSG. Alors Beraldo, lui, ça a été montagne russe. Déjà beaucoup d'émotions parce qu'il a découvert la sélection brésilienne. Donc contre l'Angleterre, quand il gagne 1-0, il est très bon, mais on ne le voit pas sur ses défauts. C'est-à-dire qu'il est très bon avec ballon, mais tous les duels, ils reviennent à son compère de défense centrale. Lui, il va pas au duel. Donc, forcément, ça donne une bonne copie. Par contre, hier, face à l'Espagne, bon, ça a été compliqué. Il prend un petit pont d'Olmo sur le second but. Alors, c'est vrai que juste derrière, il y a aussi Guimarães qui est un peu fautif sur l'action. Mais ce que je retiens, c'est que encore une fois, donc déjà Beraldo laisse beaucoup de latitude à son vis-à-vis pour qu'il se déplace dans sa zone. Ça, c'est pas possible. Les petites erreurs de lecture aussi. Et surtout, pour ce qui est la défense de sa surface, en fait, sur le petit pont d'Olmo, il fait encore une fois le tourniquet. Il tourne sur lui-même. Et ça, on l'a déjà dit dans des précédentes vidéos. Il faut absolument qu'il arrête cette fâcheuse tendance à se retourner et faire un tour complet, parce qu'évidemment, ça lui fait perdre ses repères. Et déjà que c'est pas le tour en lui-même, c'est aussi le fait que comme il n'a pas des appuis qui sont très toniques, le tour il est assez lent en fait. Tu peux faire le tour sur toi-même quand tu es un grand défenseur qui est ultra rapide, mais lui ne l'est pas. Et donc ça lui fait perdre un temps fou. Déjà contre Reims, à un moment donné, il y avait une action où il tourne complètement et au final, ça
ça l'élimine complètement de l'action. Donc ça, c'est dommage, il faut qu'il travaille là-dessus. Et puis derrière, il y a un penalty qu'il concède, même s'il est un peu moins évident. Il est assez discutable le penalty. Je note aussi que quand il y a eu embrouille entre Vinicius et Laporte, il y est allé, Beraldo. Ça, c'est important, hein. On sait qu'au PSG, on a des joueurs qui parlent assez peu avec l'arbitre pour faire pression, par exemple. Hein. On se souvient du méchant tacle de Lilian Brassier sur Mbappé début février. À ce moment-là, il y a que Fabien Ruiz qui va faire pression sur l'arbitre, en fait. Les autres, ils sont assez attentistes. Bon, Dembélé, lui, il aime bien tirer dans le ballon, l'envoyer en tribune, et puis prendre des cartons jaunes, et puis ensuite être suspendu pour le match capital face à Dortmund en Ligue des Champions. Mais donc voilà, ça fait plaisir d'avoir du caractère chez Beraldo. Lui, par contre, il a joué 2 fois 90 minutes. Juste avant la trêve, il était encore titulaire face à Montpellier, avec le PSG. Donc là, va y avoir un vrai enjeu. Est-ce qu'il va jouer direct contre Marseille dimanche? Alors après, hier, il a été sursollicité parce qu'ils prennent 3 buts, le Brésil. C'était un bon match. Hein, fallait mettre celui-là plutôt que le France-Chili, bien évidemment. Au PSG, défenseur, c'est vrai que c'est plus facile. Hein, la débauche d'énergie, elle est moins importante que lorsque tu affrontes l'Angleterre ou l'Espagne, bien sûr, parce que on joue plus haut, parce que tu concèdes moins d'occasions, voilà. Même si contre Marseille, ça va être un match évidemment bouillant et éreintant physiquement, voilà. Lee, comme je l'ai dit, il était sur le banc au match aller face à la Thaïlande. Alors, est-ce que c'était une punition par rapport à la fameuse histoire avec Gminson là du ping-pong pendant la Coupe d'Asie des Nations? Je sais pas. Par contre, il était titulaire au deuxième match. Ils ont gagné 3-0. Faut savoir qu'ils n'ont pas réussi à gagner la Thaïlande au premier match. Hein. Ils ont fait 1-1. Ça, faut le faire. Parce que bon, la Thaïlande, c'est... Bon, on va pas leur manquer de respect, mais voilà. Et Lee fait 2 passes décisives, dont une pour Hugminson. Donc visiblement, les embrouilles. Hein, on se rappelle qu'il était allé à Londres quand Luis Enrique avait donné 2 jours de repos pour aller s'excuser, faire les posts Insta avec son capitaine en sélection, tellement ça avait pris une ampleur de dingue là-bas. Et j'ai aussi noté Xavi Simons. Xavi Simons avec les Pays-Bas. En 12 sélections, toujours aucun but, aucune passe décisive. C'est un peu compliqué pour lui. En plus, il a été critiqué publiquement par son sélectionneur Ronald Koeman. Donc on voit en fait que on a un joueur qui surperforme dans la Bundesliga et l'Eredivisie seulement depuis 1 an et demi. Hein. C'est que sa 2e saison en pro et elle n'est pas terminée encore. Et à l'échelle internationale, sur un contexte différent, on voit qu'il y a des difficultés d'adaptation. Donc c'est vrai que c'est à noter dans la perspective d'un retour cet été. Comme je disais, du côté de l'OM, il y a eu de la casse. Hier, évidemment, Jonathan Klaus qui cède sa place pour Jules Koundé dès la 6e minute du match. C'est vraiment ballot pour lui, hein, parce que à Marseille, Benassia et tout ça lui reprochent de s'économiser pour la France. Et puis une fois qu'il est titulaire, avec une occasion de se montrer, et 6e minute, boum. Je crois que c'est les Ischio qui s'est fait. Bon, il est forfait pour dimanche. Il y a Valentin Rongier, probable fin de saison. Il y a Samuel Gigot et Balerdi qui sont incertains. Donc défensivement, il y aura que Mbemba et Merlin, voire Kondogbia, que tu peux faire descendre d'un cran. Mais sinon, en défense centrale, il va falloir aller chercher chez les jeunes, en réserve. Même Meite et Murillo, qui sont des joueurs qui ont joué au poste de latéral droit plus tôt dans la saison, quand Klaus, par exemple, n'était pas là, eux aussi, ils sont blessés et incertains. Devant, il y a Pape Gueye, milieu de terrain, Ismail Assar et Bilal Nadir qui sont aussi forfaits pour Marseille. Donc c'est une grosse infirmerie. Une grosse infirmerie. Et c'est vrai que dimanche, voilà, il y a la possibilité de voir un 11 très différent de celui qu'on avait eu à l'aller, avec une même possibilité de score fleuve. Et surtout une obligation pour nos joueurs. D'ailleurs, le Vélodrome qui devrait encore battre son record d'affluence. Le précédent, c'était l'année dernière, le 3-0 du PSG. Un peu plus de 65 000 supporters. Bon, bref. Du côté du Barça, bon, je note que Lewandowski, hier, a fini... hier, je sais plus quand est-ce qu'ils vont jouer la Pologne, mais il a fini le match avec une gêne à la cuisse, fatigue physique. Donc, à voir comment Xavi va gérer ça. Est-ce qu'il va jouer dès ce week-end, sachant que c'est le seul match d'ici à la Ligue des Champions face à Las Palmas. Et puis, ça m'a rappelé un souvenir, les gars. Celui d'il y a 2 ans, face... 2 ans. Attendez. L'année dernière, Bayern. Il y a 2 ans,
Real Madrid, non, il y a 3 ans, putain, ça fait déjà 3 ans le match contre le Bayern avec tous les absents, là, Verratti, Lekovic chez nous, et Lewandowski qui s'était blessé face à Andorre lors de la trêve internationale, rappelez-vous. Donc voilà, bon bref, j'ai noté ça, mais bon, ça n'a pas grande importance. Revenons sur le mercato. Sur le mercato, il y a eu une info importante, ou du moins une confirmation. Je prends un exemple. Hier, un journal portugais qui nous annonce Victor Gyökeres dans la liste du PSG. Bon, c'est un peu l'attaquant suédois, star vedette là-bas, Sporting Portugal, club ami qui nous a fait Nuno Mendes, qui nous a arrangé sur la clause libératoire d'Ugarte, si on se souvient bien. Et donc là, clause libératoire de 100 millions pour... je crois qu'il est pas si jeune que ça, il a 25 ou 26 ans, hein, mais il pète tous les records, vraiment, voilà, machine à but et tout ça. Participation au jeu aussi. Ça a été vite démenti, cette info, par Jamel, évidemment, le tweetos très connu et très fiable, qui nous dit que le club, en réalité, ils font confiance à Randall et Ramos au poste de numéro 9. Ça fait écho à des informations déjà parues, comme quoi on priorise le poste d'ailier gauche plutôt que devant. Alors, pour Ramos, faut voir, hein, parce qu'aujourd'hui, on a encore eu des bruits, comme quoi Jorge Mendes l'aurait proposé au Milan AC, qui risque de perdre Olivier Giroud, si j'ai bien suivi, qui cherche à aller en MLS, Los Angeles. Donc, il va y avoir un poste de numéro 9 à aller chercher à Milan. Après, ça reste hypothétique, dans le sens où, avec tout l'amortissement et tout ça, et puis surtout le fait que Milan soit pas un club très riche, peu de possibilités qu'on s'y retrouve financièrement si ça se fait, et que du coup ça se fasse aussi intrinsèquement. Donc voilà, moi je valide complètement le fait que le club priorise un poste d'ailier plutôt que numéro 9. On a vu que dans le système de Luis Enrique, c'est vrai que c'est un rôle un peu ingrat. Et puis ce rôle d'ailier est tellement clé, même si c'est vrai que ces derniers temps, on a vu des évolutions. Un PSG avec plus de densité dans l'axe, moins de différences faites sur le côté. Je pense quand même que l'année prochaine, il faut de la concurrence à Barcola. Faut pas oublier que Dembélé, bien évidemment, peut se blesser. Ne fait pas de statistiques, bien sûr, ça c'est un fait. Et donc, on a eu l'info Luis Diaz. Alors, c'est marrant parce que Luis Diaz, donc de Liverpool, l'ailier colombien, selon Fabrice Hawkins et Santi Aouna. Fabrice Hawkins, c'est quand même très fiable. Santi Aouna, un peu moins, mais il y a eu aussi des infos qu'il a eu. Selon eux, on s'y intéresse. C'est la priorité de Doha. Mais ça a été démenti par Fabrizio Romano et Julien Roman. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on est face à une piste qui nous rappelle que la direction du PSG est à plusieurs têtes. On a Doha, Nasser et Luis Campos. À Doha, un des plus influents, c'est Antero Henrique. Donc là, visiblement, c'est lui qui propose Luis Diaz parce qu'il s'entend bien avec l'agent et que du coup, à Doha, on lui fait confiance. Hein. Luis Enrique, il reste, Antero Henrique, pardon. Il restera toujours dans le giron PSG. Il aura toujours sa petite influence. Et donc, ça, c'est quelque chose à prendre en compte quand on fait le bilan, par exemple, d'un directeur sportif au club, à savoir, faut faire la part des choses entre les joueurs qu'il a réellement recrutés et ceux qui lui ont été imposés par cette direction qui restera toujours avec Doha, par exemple, cet été. Luis Campos qui veut pas de Colomani, Nasser qui lui impose. Luis Campos qui veut pas de Dembélé, qui réussit à gagner à l'été 2022 puisqu'on ne fait pas Dembélé alors qu'on aurait pu le faire gratuitement. Et cet été, bam, 50 millions sur Dembélé parce que Nasser le veut. Donc voilà, ça c'est les exemples un petit peu récents des petites guéguerres entre guillemets. Là, bon, je suis plutôt du côté de Doha parce que bon, déjà, Luis Diaz, j'aime bien. Après, c'est difficile de l'imaginer partir de Liverpool. Hein. C'est une piste un peu... Enfin, là, on part quand même de très, très haut. Surtout que du côté de Liverpool, Mohamed Salah semble un peu sur le départ. Alors, il a dit publiquement que le départ de Jürgen Klopp n'aura pas d'incidence sur son avenir. Mais enfin, il est en fin de contrat en 2025. Il va fêter ses 32 ans en juin. Il y a l'Arabie Saoudite qui lui fait les yeux doux. Bon, après, c'est de l'autre côté du terrain, Salah. Mais de l'autre côté aussi... Je pense limite qu'il y a plus de chances que le PSG fasse Salah plutôt que Luis Diaz. Dans le sens où, rappelez-vous, Salah, on l'a pas encore eu au rayon des rumeurs. Nasser l'adore. Nasser l'adore. Il y a 1 ou 2 ans, il y avait la photo qui avait fuité sur les réseaux des deux qui sont en train de manger ensemble au restaurant. On sait très bien que Nasser apprécie Mohamed Salah, qu'il a souvent été annoncé du côté du PSG. C'est un ailier droit qui marque des buts. Ça, pour en marquer, il en marque. Hein. Ce serait une énorme différence avec Dembélé. Après, 32 ans, évidemment que ça ne me colle pas du tout
avec le nouveau projet qui est de miser sur les jeunes. Après, voilà, il faut aussi un bon équilibre entre les cadres, des gros leaders qui ont tout gagné et tout ça, et des joueurs plus jeunes. Je dis pas que je veux Mohamed Salah au PSG. Voilà. Et puis de toute façon, c'est pas à l'heure du jour. Luis Diaz, j'aime beaucoup. Ailier gauche, donc droitier, mais qui est plutôt bon des deux pieds, qui est très vif, très rapide avec le ballon. C'est un bon dribbleur, et ça c'est important. Ce que je retiens aussi, c'est qu'il est bon dribbleur, même dans la surface adverse. Dembélé, sur des positions reculées, pour remonter le ballon, il va dribbler. Quand il arrive dans la surface, il fait n'importe quoi. Et il n'y a pas que les frappes chez Dembélé. Ces derniers temps, même quand il faut faire une passe, un centre ou quoi que ce soit, une conduite de balle, il fait n'importe quoi dans le dernier tir. Je trouve que ces derniers temps, il est encore moins bon qu'il ne l'était plus tôt dans la saison. Peut-être aussi parce que son rôle a évolué. Mais il y a un match, je crois que c'est Monaco, si je dis pas de bêtises, où il est vraiment pas bon, mais au-delà des frappes en fait. Même les passes sont mal dosées, tout ça. Et donc lui, Luis Diaz, garde son sang-froid dans la surface, il est capable d'éliminer tout ça, même si bien sûr, il doit faire des progrès à la finition. Pas beaucoup de statistiques, ce qui le rapproche, là par contre, de Dembélé. Bon, il a réussi à monter à 16 buts à Porto sur la saison où il les quitte au mois de janvier pour Liverpool. Donc 16 buts à mi-saison, c'est plutôt intéressant. On peut imaginer qu'il serait monté aux 30. Après, il surperformait ses expected goals à ce moment-là. Peut-être aussi parce qu'il met des beaux buts. C'est quelqu'un qui va peu marquer, mais qui va mettre des buts plutôt pas mal. Là, à Liverpool, il a 22 buts en 86 matchs, donc c'est vrai que c'est pas fameux. On a besoin, bien sûr, d'un bagage de buts. Après, défensivement, il est très bon. Il fait beaucoup de replis, il est très intelligent. Les courses pour couper les trajectoires de balles, pour anticiper les duels joués et tout ça. Les statistiques sont plutôt pas mal. Enfin, globalement, dans toutes les stats défensives, il est voilà dans le top 10%. Donc, moi, je valide complètement cette piste. Après, c'est complètement hypothétique. Là, on s'est fait un petit kiff parce que j'y crois absolument pas. Pour vous dire, je croirais peut-être plus en Mohamed Salah. Si on me dit Mohamed Salah, là, j'y croirais peut-être plus parce que voilà, volonté de Nasser, joueur qui a quand même fait le tour à Liverpool, 1 an de contrat à racheter, peut-être que Liverpool voudront profiter du départ de Klopp pour entamer un nouveau cycle un peu plus en profondeur. Je pense que dans ce sens-là, faire partir Mohamed Salah aurait plus de sens que Luis Diaz qui est arrivé en janvier 2022 et qui a encore beaucoup de choses à prouver, qui est bien plus jeune. Bon bref, Saber Defarge, Kurzawa, il aurait des pistes au Betis Séville. Et alors là, l'agent, il a carrément fait une déclaration officielle par le biais de Fabrizio Romano. C'est assez fou. Alors bien sûr, il fait ça pour attirer les clubs, on va pas se mentir, parce que fin de contrat en juin, on va enfin s'en débarrasser, lui et ses 500 000 € mensuels, c'est exceptionnel. Mais moi, je reviens juste sur un truc, c'est Fabrizio Romano. Plus tôt, dans le mois de mars, il y a des médias scandinaves qui ont fait une enquête sur lui, comme quoi il serait payé par les agents, et que même lui démarcherait les agents des joueurs pour faire des posts payants qu'il fait payer pour mettre en avant les joueurs. Parce qu'il a des impressions de malade sur Twitter, il fait des millions de vues et tout ça. Bon, ce qui s'apparente à de la corruption. Il y a quand même quelques dossiers qui sont un peu bizarres. Là, voir Kurzawa, l'agent, parler officiellement par le biais de Fabrizio Romano, pardonne-moi, mais c'est du lobbying, quoi. C'est du lobbying à ciel ouvert. On se cache pas, en fait. C'est pas un journaliste. Là, c'est vraiment un lobbyiste. Je pense aussi à Jonathan David. Jonathan David, dès qu'il met un but avec Lille, il fait un post Fabrizio Romano sur Twitter, si vous remarquez. C'est un peu bizarre. Voilà. Je dis simplement, c'est bizarre. Voilà. Je vais pas plus loin, j'ai pas enquêté, mais c'est bizarre. Donc voilà. Bon, ensuite, terminons avec le Barça. Le Barça, parce que quand ils vont se déplacer au Parc des Princes pour le match aller, bien sûr, il y a des places qui sont gratuites pour la délégation barcelonaise des dirigeants. Donc, il y aura 20 places gratuites pour la Porta et tous les autres. C'est-à-dire que le protocole UEFA, il prévoit que le club qui reçoit offre les places à la direction. Mais, pour ceux qui voudront accompagner, donc la famille, les compagnes et tout ça, des dirigeants, ils devront payer. Et c'est 600 € qui sont demandés par le PSG. Ah les gars, exceptionnel, cette info m'a fait rire. Selon Sport, du côté du Barça, on l'a mauvaise. Peut-être qu'ils vont activer un énième levier financier pour pouvoir faire venir leurs entourages. Mais donc, il y aura 20 places gratuites et tout le reste, les gars, vous payez 600 balles. Tous ceux qui sont hors protocole UEFA, ça raque. Terminé, on n'en parle plus. J'aime bien cette information, elle m'a fait rire. Et pour ce week-end, ce sera Benoît Bastien au sifflet du Classico.
Ça, c'est intéressant puisqu'il a arbitré Monaco et Rennes en première partie de saison. Enfin, nous, les matchs qu'on a joués contre eux. Donc, 2 victoires, hein, 5-2 et 3-1, rappelez-vous. Des matchs assez intéressants. Il est plutôt... c'est plutôt un bon arbitre. Hein. Ces derniers temps, on a des problèmes d'arbitrage. Mais voilà, là, c'est vrai qu'ils ont mis un arbitre d'expérience. Et puis surtout, c'est un arbitre qui réussit pas à Marseille puisqu'ils ont perdu la moitié des matchs qu'il a arbitré pour eux. Donc voilà, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve, je pense, samedi pour l'avant-match du Classico. Et puis, dimanche pour le débrief. Allez, ciao les amis, prenez soin de vous.